Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un grand nom du théâtre dont on nous rebat les oreilles à tout bout de champ. Qui était-il? Qu'a-t-il fait? En quoi était-il un personnage exceptionnel? Nous allons parler un peu de William Shakespeare. Ce charmant garçon est né, dit-on, à Stratford-upon-Avon le 23 avril 1564. En réalité, personne n'est véritablement certain de la date, ça pourrait être le 21 comme le 22. Par tradition, on a décrété qu'il était né le 23. On sait en revanche qu'il est baptisé le 26 à l'église de la Sainte Trinité. Au XVIe siècle, bonjour la mortalité infantile. Pour vous donner une idée, 9% des nourrissons mouraient dans la première semaine après la naissance et 11% le premier mois. Il fallait donc être un bébé soit très chanceux, soit particulièrement robuste pour espérer survivre, idéalement les deux. Cette mortalité avait pour conséquence première qu'on faisait beaucoup d'enfants pour essayer de parvenir à en sauver un ou deux. Résultat logique, la population était très jeune. Un premier test de la robustesse du jeune Shakespeare fut l'arrivée 3 mois après sa naissance d'une épidémie de peste. En 6 mois, 237 habitants de Stratford trouvèrent la mort. Contre toute attente, Shakespeare et ses parents survécurent. Chance! Avant lui, ils avaient déjà perdu 2 filles en bas âge. Gilbert, son frère, naîtra en 1566. Suivront Richard, Edmund, Johanne et Anne. Stratford est situé dans le comté du Warwickshire. Pour vous donner une idée plus précise, la ville qui existe encore se situe entre Londres et Birmingham. Autour de Stratford, on trouve la forêt d'Ardennes. C'est une très vieille forêt qui jadis recouvrait bien plus de terre. Elle abritait notamment des élevages de moutons, des fermes, des prés, des champs, etc. Il n'y avait pas à proprement parler de rues ou de ruelles, c'était plutôt une succession de terres avec des maisons au milieu. On suppose qu'enfant, Shakespeare s'est pas mal promené dans ces bois, malheureusement de plus en plus clairsemés à cause des constructions. Pour vous donner un ordre d'idée, il fallait entre 60 et 80 arbres pour une bâtisse. La forêt d'Ardennes abritait, comme toute forêt en son temps, également des gens qui souhaitaient plutôt passer inaperçus, genre vagabonds et hors-la-loi. La mère de Shakespeare, Mary Arden, venait précisément de la lisière de la forêt. Il en sera d'ailleurs de même de sa future épouse, Anne Hathaway. Non, pas celle-là, celle-là. Au sud, on va trouver tout ce qu'il faut de pâtures et de terres arables bien broussailleuses. L'image même de la campagne anglaise, bucolique au possible et surtout pluvieuse en diable. Shakespeare a donc grandi dans un univers qui lui permettait de côtoyer à la fois la forêt, les pâtures, de très nombreux corps de métier, mais aussi et surtout l'Avon, la rivière qui traverse Stratford. Encore une fois, tous ces détails sont d'importance. On trouve de très nombreuses références à des bruits d'eau dans les pièces shakespeariennes. Les anciennes traditions sont restées vivaces dans les campagnes anglaises, et enfant, Shakespeare entendra parler de tout un tas de créatures qui l'inspireront pour écrire ses pièces, au premier rang desquelles les elfes, les fées, etc. Il sera durablement marqué par du vocabulaire entendu durant son enfance. Il connaît les chevaux, les différents types de cuir, les fleurs, les arbres et surtout un argot spécifique à une existence rurale dans le nord de l'Angleterre. Son père, John Shakespeare, exerçait pas mal de charges différentes. Mais d'abord et avant tout, il était gantier. Il fut également lainier, prêteur sur gage et fabriquait de la drèche. C'est du malt, pour info. La bière était une spécialité de Stratford. Je suis magnanime, je vais vous passer les termes techniques liés à l'administration d'une bourgade anglaise au XVIe siècle. Sachez toutefois que John Shakespeare a été investi de pas mal de charges différentes au sein de Stratford, ce qui lui donnait un certain poids au sein de cette communauté. Le père de John, Richard, était un fermier de Snitterfield, un village situé à peu près à 4 miles au nord de Stratford. Richard louait ses terres et une maison à Robert Arden, le père de Mary Arden, la future femme de John. Vous suivez toujours? John est né en 1529 et passe son enfance à Snitterfield. À la mort de son père, John hérite de 38 livres et 17 shillings. Ça nous paraît peu, mais en réalité pour son époque,
Richard était un homme aisé. Une tradition voulait que l'aîné mâle d'une famille tente sa chance en entreprenant dans des domaines variés. C'est ce que John fera, c'est ce que William fera après lui. Il commencera donc par devenir gantier, puis se formera pour devenir tanneur. La tannerie est un procédé long et qui pue. On trouve d'ailleurs beaucoup de références à cette odeur nauséabonde dans l'œuvre de Shakespeare, mais pas que. Shakespeare montre dans ses pièces qu'il connaît parfaitement la différence entre un cuir d'agneau, un cuir de vache ou un cuir de truie, par exemple. Il était très observateur et cela va lui servir toute sa vie. Mais John Shakespeare ne s'arrête pas là. Il sera aussi fermier, et puis boucher, fera commerce d'orge, de laine et même de bois de charpente. Il s'est même lancé sans vergogne dans la spéculation sur les biens immobiliers et sera usurier à ses heures perdues. Il achètera des terres et des maisons et agrandira considérablement son patrimoine. Aujourd'hui, on peut tout à fait considérer qu'il était riche. C'était un homme d'affaires avisé. Pourtant, dans la mesure où il signait d'une marque et non d'une signature, nous ne pouvons pas déterminer s'il savait ou non lire et écrire. À cette époque, lecture et écriture s'enseignaient séparément. Il pouvait donc très bien savoir lire sans savoir écrire. Par ailleurs, un document prouve qu'il a légué des livres. Pour quelle raison en aurait-il possédé s'il n'avait pas su les lire? Mais pour le reste, tout est pure conjecture. John a aussi été commissaire de quartier, sorte de policier municipal si vous voulez, puis Afferor, un peu comme celui qui peut décider du montant d'une amende. En gros. En 1561, il est d'abord élu chambellan, puis alderman, comme un conseiller municipal. En 1568, John dépose une demande d'armoirie qui n'aboutira jamais. C'est important pour la suite. Le père de Mary Arden était un gros fermier qui possédait de nombreuses bêtes, au moins 75 hectares de terre et des fermes. Mary était la cadette de 6 filles, très probablement la préférée de son père, en tout cas, elle est la seule à qui il est légué une propriété. Elle signait d'une marque et non d'une signature, mais elle possédait un sceau, ce qui signifie qu'elle était riche et respectée. La maison de John et Mary était en bois et assez petite si l'on se réfère à nos propres références. En revanche, elle était bien faite et elle donnait à voir que le couple qui l'habitait ne manquait ni d'argent ni de prestige. C'est donc dans cette maison que Shakespeare a grandi. Comme toutes les langues, la langue anglaise, et notamment son orthographe, est très loin d'être fixée au XVIe siècle. On va pas se mentir, ça rend les recherches un peu complexes sur l'arbre généalogique de la famille Shakespeare. En fonction des documents, on trouve des orthographes véritablement fantaisistes. À titre d'exemple, Shakespeare est né 5 ans après le couronnement d'Élisabeth Ier. Toute sa vie, il va devoir s'adapter à ce règne capricieux et plutôt difficile à suivre. Je m'explique. À sa naissance, l'Angleterre s'est séparée de la foi catholique pour embrasser la réformée, déchirant le pays en deux. Élisabeth est anglicane. Cette foi est désormais religion d'État. Mais c'est comme tout, on ne peut pas dire aux gens « C'est bon les gars, arrêtez vos bêtises catholiques et embrassez la réforme ». Ça aurait été trop simple. Donc évidemment, il y a encore beaucoup de catholiques. Mais on va pas se mentir, pour eux, c'est tendu. Parce que c'est pas bien vu, parce qu'on les pourchasse plus ou moins violemment, ça dépend des moments. Élisabeth veut calmer un peu les esprits. Du moins, elle est consciente qu'on ne forme pas une unité nationale en frappant avant de parler. Ça va pas l'empêcher de le faire quand même. Son règne va notamment être marqué par une toute relative forme de compromis vis-à-vis de ceux qu'on appelle les récusants, soit ceux qui refusent, plus ou moins de façon évidente, de se conformer à la nouvelle foi. John Shakespeare était, pense-t-on, catholique, mais c'est loin d'être si évident. Il s'est soigneusement tenu à l'écart de ceux qui se revendiquaient ouvertement de l'ancienne foi, mais figure tout de même sur certains documents comme récusant. John faisait partie des grandes figures de Stratford. Il est probable de penser qu'il se gardait bien de parler de sa foi et mettait sans cesse en balance sa carrière et ses convictions profondes. Pour autant, des documents tendent à montrer que John et sa famille étaient bien des récusants et que Shakespeare aurait été élevé dans la foi catholique. En 1569, 2 troupes de comédiens reçoivent l'autorisation de jouer à Stratford. Les comédiens de la Reine et la troupe du comte de Worcester. Il y a des jongleurs, des acrobates, des duellistes et très probablement des montreurs d'ours. On ignore absolument si cet événement a éveillé l'intérêt de Shakespeare pour le théâtre, néanmoins on sait qu'il assista à plusieurs représentations. Il est alors scolarisé dans une petty school, sorte d'école élémentaire dans laquelle il apprendra la lecture, l'écriture et l'arithmétique. Il reçoit également des cours d'homélie, sorte de cours d'éducation civique approuvés par la reine et le conseil privé.
Après la Petty School, Shakespeare intègre la King's School. Il y apprend la grammaire, la rhétorique, le latin et y exerce sa mémoire. Parmi les auteurs étudiés, il va notamment découvrir Plaute et Terence, qui lui serviront de base pour écrire ses scènes comiques. Malgré une formation solide et une belle curiosité intellectuelle, Shakespeare se verra reprocher toute sa vie d'être un provincial sans culture. Il a plusieurs maîtres d'école, mais 2 d'entre eux prônent l'apprentissage par le théâtre et le jeu, ce qui l'a très probablement marqué. Lorsqu'il a 13 ans, son père, John, abandonne brusquement toutes ses charges à Stratford. On ne sait pas exactement pourquoi, mais il semblerait que son statut de récusant soit en cause. Visiblement, John refusait de se rendre à l'église anglicane pour les offices. Cela a durablement marqué le jeune Shakespeare. On ignore ensuite ce qui s'est passé. Peut-être John a-t-il payé pour que son fils puisse continuer des études. Peut-être celui-ci a-t-il commencé son apprentissage chez un artisan ou un commerçant. Peut-être a-t-il un temps été gantier comme son père, voire même maître d'école. Certains pensent, vu sa connaissance des termes juridiques, qu'il a même été clerc de notaire. D'ailleurs, pour l'anecdote, s'il a été clerc de notaire, il a forcément eu accès à cette curieuse histoire. En 1580, une jeune femme se noya dans l'Avon. Tout le monde partit du principe qu'elle s'était suicidée, mais sa famille maintint que c'était un accident, qu'elle était tombée et s'était noyée. Si elle avait été reconnue coupable de suicide, elle n'aurait pas eu le droit d'être enterrée en terre chrétienne. Elle aurait été enterrée à un carrefour et les gens auraient lancé des pots cassés et des cailloux sur sa tombe. Oui, absolument, se suicider c'était vraiment très mal vu. Bref, à l'endroit où elle fut retrouvée, il y avait quantité de saules pleureurs et de fleurs sur les berges. Vous la sentez venir ou pas? L'enquête conclut finalement qu'elle était morte par accident. Cette jeune fille s'appelait Catherine Hamlet. Eh oui, bref, c'est un mystère, mais on sait seulement que Shakespeare était encore à Stratford à ce moment-là. Peut-être a-t-il voyagé par la suite. Ses relations, non certaines, avec des seigneurs tous catholiques, ont laissé penser qu'il avait peut-être été secrétaire particulier pour certains d'entre eux. Mais là encore, difficile de le certifier. On sait qu'il a bougé, mais où? Mystère. Ce qu'on sait, c'est qu'il rentre à Stratford en 1582 et commence à courtiser celle qui sera sa future épouse, Anne Hathaway. Anne est la fille aînée d'un fermier. Lors de leur mariage en 1582, elle a 26 ans et lui 18. On ignore si elle savait lire et écrire, de même que ses filles, mais il paraîtrait curieux qu'un poète tel que Shakespeare ait été entouré de femmes illettrées. On sait aussi qu'Anne était enceinte de 4 mois le jour de leurs noces. C'était assez répandu. Susanna naît en mai 1583. En février 1585 a lieu le baptême des jumeaux, dont on ignore la date de naissance, Judith et Hamnet. On ignore pourquoi ils n'ont plus eu d'enfants après cette date, Anne n'avait que 33 ans. Peut-être l'accouchement des jumeaux a-t-il été très éprouvant. Peu de temps après, Shakespeare va à Londres pour la première fois, probablement vers 1586 ou 1587, mais on sait qu'il n'y est pas resté. Entre ses 20 et 28 ans, alors là, faille spatio-temporelle, on ignore absolument ce qu'il a fait de sa vie. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'était pas à Stratford. Après 8 ans, le voilà de retour à Londres. Une arrivée à Londres pour un provincial comme lui devait être très impressionnante. La ville était bruyante, elle puait, des échauffourées éclataient sous n'importe quel prétexte, s'abraillaient tout le temps, et partout, bref, c'était très animé. Pour un natif de Stratford, ça devait quand même faire une sacrée différence. Shakespeare, avec la capacité de mémorisation et d'observation qu'on lui connaît, s'est repu de tout ça pour le retranscrire dans ses pièces. En tout état de cause, la ville s'étendait très vite. Elle avait déjà quitté ses oripeaux médiévaux et allait dans une direction qui n'était pas encore tout à fait définie, mais qui avait le mérite d'être jeune et pleine d'enthousiasme. Comme souvent, théâtre et bordel étaient intimement liés. Ceux que l'on appellerait aujourd'hui des entrepreneurs de spectacle possédaient souvent à l'époque des théâtres, des bordels et même parfois des tavernes. Dans l'esprit commun, tout ça allait ensemble. Dû au rat, les épidémies de peste étaient très fréquentes et les théâtres publics fermés pendant ce temps-là, accusés de propager la maladie. Londres était une ville étouffante où beaucoup de choses se transmettaient par la respiration. Pourtant, toute sa vie, Shakespeare s'est tenu à distance des vies mouvementées que pouvaient avoir ses contemporains, notamment dans le théâtre. Il dédaignait d'aller à la taverne et n'a jamais été emprisonné, à la différence de ses contemporains comme Christopher Marlowe et Ben Jonson. Bref, il était sage. On suppose qu'il intègre une troupe, peut-être celle des Comédiens de la Reine en 1587, mais pas sûr. Il est sans doute d'abord employé comme hired man, soit extra.
Il pouvait s'agir d'un acteur de complément, qu'on appelait en cas de besoin, comme d'un souffleur, d'un machiniste ou encore d'un palefrenier, chargé de s'occuper des chevaux des spectateurs durant le temps de la représentation. Mais encore une fois, tout ceci n'est pas attesté. On sait en revanche qu'il intègre la troupe de Lord Strange. Oui. Futur comte de Derby. Oui, comme le roller. À ce moment-là, c'est un homme extrêmement puissant qui finira très mal. En 1572, deux lois avaient mis à mal les théâtres publics en restreignant notamment le nombre de serviteurs qu'ils pouvaient avoir à leur service. De fait, la protection et l'argent d'un riche mécène devenaient indispensables. Au XVIe siècle, qui dit théâtre dit bagarre et émeute, bien sûr. 4 ans après la construction des theaters, dans lequel Shakespeare va jouer longtemps, des acteurs seront emprisonnés, accusés d'avoir créé une émeute. En 1584, toujours au même endroit, des apprentis et des gentilshommes s'affrontent. Les documents officiels parlent de villes populaces, de rebuts pétulants et impies et de airs sans maître et vagabonds. Charmante description. Bon, malgré tout, c'est un énorme succès pour ce théâtre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On en construit un autre. Tout à côté va donc s'édifier le Curtain. Les gérants de ces théâtres ne sont pas idiots et concluent un accord pour essayer d'éviter de se faire de l'ombre. Sur la rive droite de la Tamise, un autre théâtre s'élève encore, le Rose. Le Rose peut contenir 1900 spectateurs. Après un petit remaniement, on montera à 2400. Autant dire, on est très serré et on se marche dessus. Sans surprise, c'est un monde tout petit, tout le monde se connaît, nombreux sont ceux qui se détestent, c'est très sympathique. Shakespeare va longtemps être la proie d'autres auteurs comme Robert Greene, Thomas Nash et Christopher Marlowe. Ils l'attaqueront sur son manque de maîtrise du latin et sur le fait qu'il ne soit qu'un provincial jamais allé à l'université. Shakespeare ne répondra jamais à la moindre attaque. Thomas Kidd, comme Shakespeare, n'a pas été à l'université, on lui reprochera donc la même chose. Pour autant, il jouit d'un certain succès. Marlowe et Shakespeare deviennent très vite rivaux, et ce, même si Marlowe décède jeune. La notion de propriété intellectuelle n'existant pas du tout à cette époque, il est tout à fait naturel de piller les vers d'autres auteurs. Shakespeare pioche allègrement chez Kidd et Marlowe qui eux-mêmes piochent chez lui, à la bonne franquette. Thomas Nash attaque Shakespeare et plutôt violemment, tout comme Robert Greene d'ailleurs. Il écrit: c'est une pratique commune de nos jours chez cette sorte de fourbes compagnons qui effleurent tous les arts et ne profitent d'aucun, abandonnant le métier de Noverint pour lequel ils étaient nés et s'employant à des efforts artistiques alors qu'ils auraient tout juste pu montrer qu'ils savent lire pour échapper à la corde. Courte explication de contexte. Quand on était condamné à l'échafaud, en fonction de la raison pour laquelle on était condamné, on avait une petite chance d'y échapper si l'on pouvait prouver qu'on savait lire. Au lieu d'être exécuté, on recevait une marque au fer rouge sur le pouce et on allait travailler pour des religieux. Un genre de travaux d'intérêt général d'une autre époque. Ben Jonson passera par là d'ailleurs. En 1590, il y a 2 troupes officielles, la troupe du Grand Amiral et la troupe du Grand Chambellan. Puis, il y a celle de Lord Strange. Parent de l'intendant des menus plaisirs, sorte de censeur royal, Lord Strange parviendra à faire jouer sa troupe devant la reine. Après cela, ils reviennent plus fréquemment au palais, à raison de 2 à 4 représentations par an. Le reste se fait majoritairement au Curtain. Parmi les collègues de Shakespeare, on trouve Augustine Phillips, qui est un homme bien sûr, Wilsley, Thomas Pope, George Bryan, Richard Coley et James Burbage. D'autres les rejoindront plus tard. En règle générale, une pièce appartenait à une troupe et non à un auteur. On commande une pièce à un auteur, une fois payée, elle appartient désormais à la troupe. Tout le génie de Shakespeare, c'est qu'il est resté l'unique propriétaire de ses pièces jusqu'à la fin. À chaque changement de troupe, il est parti avec son répertoire. Que sait-on ensuite ? Eh bien, en 1587, alors membre des Comédiens de la Reine, il écrit une première version d'Hamlet qui a disparu. La même année, on voit apparaître un roi Lear, mais on ne sait pas si elle est de lui. Puis, en 1588, une mégère apprivoisée. Ces pièces sont les prémices de celles que nous connaissons aujourd'hui. Elles y ressemblent par certains côtés et en diffèrent par bien d'autres. Shakespeare a énormément remanié ces pièces tout au long de sa vie en fonction des représentations mais aussi des éditions. Il est donc évidemment difficile d'y voir clair là-dedans. Il écrit Titus Andronicus pour un public friand de sanglants et d'un petit quelque chose de comique. La pièce est un immense succès. En 1590, une première querelle éclate au Curtain concernant la propriété du théâtre.
Elle sera réglée par Burbage en finesse, à coups de bâton. En 1591, un acteur phare quitte la troupe, s'estimant léger par ce même Burbage qui gère les finances, sous-entendu les salaires. C'est ainsi que Shakespeare quitte la troupe de Lord Strange. Celle-ci s'en va dans le théâtre le Rose, alors que Shakespeare et ses acolytes demeurent, eux, au Curtain. Début juin 1592, nouvelle émeute, le conseil privé ferme les théâtres pour 3 mois. Qui dit fermeture dit tournée. Les comédiens partent donc sur les routes. Mais c'est cher et il faut pouvoir assurer les finances, ce qui n'est pas le cas. Lord Strange va supplier le conseil privé d'autoriser la réouverture des théâtres, et ce sera chose faite. Mais la peste, jamais très loin, envahit de nouveau Londres et entraîne de facto la nouvelle fermeture des théâtres. Burbage cherche la protection de Lord Pembroke, qu'il la leur accorde. On sait que leur tournée va prendre notamment le chemin de Stratford, ce qui permet à Shakespeare de voir sa femme et ses enfants. Greene en profite pour réitérer ses attaques sur Shakespeare que sa toute nouvelle notoriété agace. Il le taxe de Johannes Factotum, soit homme à tout faire. Ce qui le gênait en réalité, c'était surtout le fait que Shakespeare ne soit pas seulement auteur, mais aussi et avant tout acteur. Mais pour Shakespeare, cela faisait toute la différence. Greene disait de lui qu'il était un corbeau parvenu embelli avec nos plumes. Arrive alors la Comédie des Méprises qui remporta un très grand succès comme pratiquement toutes les pièces de Shakespeare. En 1593, enfin, la troupe réinvestit un théâtre. Et là, bim! La peste! Fermeture des théâtres, la troupe repart en province. Je vais pas vous la refaire à chaque fois parce que vraiment c'est très très fréquent, mais en totalité, si on prend toute la vie de Shakespeare, c'est 7 années de fermeture de théâtre dues à la peste. Merci les rats. Et puis peste, peste encore, peste à nouveau, bref, Shakespeare est au chômage. Il se cherche donc un riche mécène qu'il trouve en la personne du jeune comte de Southampton. Il lui dédiera un long poème, Vénus et Adonis, qui aura beaucoup de succès. Son nom commence à être connu. Il lui en dédiera un second, plus tard, le viol de Lucrèce. Il reste longtemps sous sa protection et s'éloigne un petit peu du théâtre pendant ce temps. Southampton devient un spectateur assidu des pièces de Shakespeare. Peine d'amour perdu est écrite à ce moment-là et sera, entre autres choses, représentée devant la reine. Cette pièce notamment comporte des références au comte d'Essex, qui, comme le comte de Southampton, est catholique. C'est à ce moment-là que ça va commencer à partir en cacahuète, mais ça va tout de même prendre plusieurs années. Retenez bien. En 1593, la troupe du comte de Pembroke est dissoute. Shakespeare sent que le vent commence à tourner et prend ses distances avec Southampton. Bien lui en prendra, on y revient dans quelques années. Shakespeare déménage à plusieurs reprises, mais on ne sait pas exactement pourquoi. En 1594, Lord Hudson crée la troupe du Grand Chambellan. D'autant qu'il y a des places à prendre, Lord Strange est mort mystérieusement en avril, et sa veuve est moins encline à payer pour des acteurs. Le Grand Chambellan veut mettre de l'ordre dans les théâtres et organiser une source de divertissement pour la reine. Shakespeare est promu. De hired man, il passe à sharer, soit partenaire. Un sharer versait 50 livres en intégrant la troupe, c'est une somme astronomique, et avait par la suite droit à sa part de recettes. En tant qu'auteur, il fait preuve d'une remarquable adaptabilité. Il écrit toujours ce qui est dans l'air du temps et donne au public ce qu'il a envie d'entendre. Comme le dit Peter Ackroyd dans sa biographie, on avait constamment besoin de nouveautés, et dans l'univers du divertissement, les modes et les lubies étaient instantanés. Pendant 10 ans, la mode fut aux drames historiques, aux tragédies de la revanche, aux comédies pastorales, ensuite supplantées par les comédies des humeurs et les comédies urbaines. Celles-ci s'attardèrent de plus en plus sur le sexe, les satires aussi connurent une grande vogue. Puis il y eut la période des pièces romaines, suivie par la vogue des pièces sur les gouvernants travestis. Ensuite, on se mit à aimer les romances et les pièces agrémentées de masques. Il joue au palais plus que n'importe quelle autre troupe. Arrivent de nouvelles pièces, Richard II et Le songe d'une nuit d'été. Pour écrire, Shakespeare travaille vite, tellement vite qu'il y a parfois des erreurs dans le nom ou les fonctions des personnages. À titre d'exemple, dans Le Roi Jean, le roi de France s'appelle parfois Philippe, parfois Lewis. Dans Coriolan, Cominius est d'abord consul, puis général. Mais revenons-en à la vie tourmentée des théâtres. On alterna beaucoup ensuite. Théâtre ouvert, peste, théâtre fermé, théâtre ouvert, échauffourée, théâtre fermé, théâtre ouvert, peste, etc. Vous avez compris. Nouveauté, en l'an de grâce 1595, la troupe du Grand Chambellan part à nouveau en tournée. Mais cette fois-ci, on innove, pas de peste, juste des échauffourées, dues à l'augmentation sans précédent du prix du beurre et du poisson.
12 échauffourées sur le seul mois de juin. Tout en finesse, on décrète la loi martiale, les théâtres sont fermés et 5 meneurs sont pendus, éviscérés et écartelés. Dans cet ordre. La troupe se fait la malle donc et s'arrête à Cambridge, et ça, c'est un fait notable. Cambridge est une ville universitaire et quelques années auparavant, personne, ni étudiant, ni habitant, n'aurait prêté la moindre attention au passage des acteurs. Mais leur statut et leur prestige sont désormais très différents. Ils s'y arrêtent donc. Quand la troupe revient, en août, le Lord Mayor, une sorte de maire, exige ni plus ni moins que la démolition pure et simple du theatre et du curtain qu'il accuse de favoriser les émeutes. Toutefois, le pouvoir aime bien le théâtre et se montre peu enclin à accéder à cette demande. Pour autant, celui-ci n'a pas dit son dernier mot. James Burbage prend les devants. Il s'intéresse au Blackfriars, un théâtre semi-fermé. L'enjeu majeur de ce théâtre est qu'il est un liberty, soit un lieu où ne s'appliquent pas les règles de la cité. En gros, c'est un théâtre privé. Il n'est donc pas concerné par les mesures de fermeture édictées par les autorités. Histoire d'enfoncer le clou, le 23 juillet 1596, Lord Hudson, le grand chambellan, meurt à l'âge canonique de 70 ans. Son successeur va se montrer beaucoup moins bien disposé à l'égard des acteurs. Là-dessus, une terrible nouvelle vient bouleverser la tournée de Shakespeare. Hamnet, son fils de 11 ans, vient de mourir brutalement. Il est probable que Shakespeare ait tout plaqué pour filer à Stratford assister à l'enterrement de son fils le 11 août. Contextualisons un peu. Au XVIe siècle, la mort d'un enfant, loin d'être anodine, est pourtant une expérience très fréquente dans la plupart des ménages. On ne sait pas ce qui a tué Hamnet, mais ce qu'on sait, c'est qu'à la fin de cette année-là, une épidémie de dysenterie et de typhus a très durement ravagé Stratford. Il ne demeurait plus donc à Shakespeare que 2 filles et pas d'héritiers de sexe masculin. L'on sait grâce à son testament qu'il a tenté d'assurer le confort, tout du moins matériel, d'un éventuel héritier mâle via ses filles. On trouve dans certaines pièces des allusions à la perte d'un fils, comme par exemple dans Roméo et Juliette ou encore dans Le Roi Jean. D'un point de vue chronologique, ça semble d'ailleurs faire sens avec l'écriture du Roi Jean dont on sait qu'elle a été modifiée peu de temps après la mort d'Hamnet. On peut y lire la longue lamentation de Constance sur la perte de son fils. Moins de 3 mois après la mort du jeune garçon, John Shakespeare se voit brutalement autorisé à créer son blason. On suppose que William renouvela la demande abandonnée par son père 28 ans auparavant. Il est d'ailleurs très probable qu'il ait payé, ses revenus le lui permettaient désormais, mais aussi que sa renommée ait joué un rôle dans cet octroi. Ce titre, cependant, il ne pourra jamais le transmettre, son unique héritier venant de décéder. Timing bonjour. La troupe va de nouveau jouer devant la reine, le marchand de Venise et le roi Jean. On suppose que peut-être la première partie d'Henri IV y a également été jouée, mais de ça, on n'est pas sûr. Une anecdote très jolie mais que rien ne prouve dit qu'Élisabeth a tant aimé le personnage de Falstaff qu'elle a désiré une pièce dans laquelle il éprouverait les affres de l'amour. Ainsi sont nées les Joyeuses commères de Windsor. En 1609, Shakespeare publie un recueil de ses sonnets, accompagné d'un long poème intitulé Lover's Complaint, soit la complainte d'un amant. Le recueil n'a pas fait parler de lui, il a au contraire été accueilli par un silence assourdissant. Franchement, c'est limite décevant. Et voilà, beaucoup de choses à dire, beaucoup trop, c'est donc la fin de cette première partie. La suite au prochain épisode. J'espère évidemment que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, on adore ça. Prochain épisode justement qui arrive le plus rapidement possible, on est un peu charrette en cette fin d'année, on essaie de vous faire les choses bien. À très vite!